Il était un peu plus de 10 heures du matin lorsqu'Eduardo Ramirez a garé sa Lincoln Continental noire dans l'aire de repos de l'IL-10, à environ 40 km à l'est d'El Paso, au Texas. Vêtu d'un costume gris ardoise et d'une chemise bleu clair, il ressemblait à quelqu'un se rendant à une réunion d'affaires, ce qu'il était en fait. Une fine mallette en cuir était posée sur le siège passager, soigneusement remplie de documents destinés à la table ronde politique du gouverneur prévue à midi. Eduardo avait été juge de district pendant plus de 20 ans, connu dans tout l'État pour son comportement calme et son sens inébranlable de la justice, mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance au moment où une voiture de patrouille d'État blanche s'est arrêtée derrière lui, ses phares clignotants. À l'intérieur de la voiture de patrouille, l'agent Bennett plissa les yeux de son point de vue, observant la silhouette d'un homme latino assis seul dans une voiture de luxe sur une aire de repos tranquille, une scène qui, pour lui, déclencha des soupçons. Il a contacté par radio son partenaire, l'agent Miller, qui n'était qu'à quelques minutes de là, mais sans attendre de renfort, Bennett est sorti de sa voiture et s'est approché de la Lincoln. Eduardo sentit l'approche et, sans hésitation, baissa sa vitre, les deux mains posées visiblement sur le volant. « Bonjour, officier », dit-il d'une voix calme et posée. « Tout va bien ?» Bennett n'a pas répondu immédiatement. Il regarda Eduardo de haut en bas avec un regard qui n'était pas subtil dans son examen, un regard lourd de doute et de calcul. « Nous avons reçu un rapport concernant un véhicule volé correspondant à cette description, dit-il finalement, la voix sèche et plate. Vu en train de quitter une station-service à proximité. Eduardo cligna des yeux, non pas par peur, mais par pure confusion. « Je ne suis au courant d'aucun rapport, dit-il d'un ton mesuré. Je me suis seulement arrêté ici quelques minutes avant de me diriger vers la ville. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer mon immatriculation. » Au lieu de cela, acceptez l'offre, rétorqua Bennett. Il recula légèrement, sa main posée sur la poignée de son arme dans son étui. « Sortez du véhicule maintenant », a-t-il ordonné. La civilité avait disparu, remplacée par un ton débordant de vanité et de force. Les yeux d'Eduardo se rétrécirent légèrement. Il ne voulait pas d'ennui, mais il ne voyait pas non plus l'intérêt de se disputer. Il coupa le moteur, ouvrit lentement la porte et sortit. Mesurant 1,80 mètres, calme et posé, il ne faisait rien de brusque. Au moment où l'agent Miller est arrivé, la situation avait déjà pris une tournure tendue. Bennett avait placé Eduardo derrière la Lincoln, les mains levées, tandis que Miller observait en silence, incertain mais sans protester. « J'aimerais savoir de quoi on m'accuse, » dit Eduardo, toujours calme, mais avec une voix ferme. « Je n'ai rien fait de mal. » Bennett n'a rien dit. Au lieu de cela, il est retourné à la voiture, a ouvert la portière côté conducteur et a mis la main dans la boîte à gants sans demander la permission, commençant à fouiller les affaires d'Eduardo. Eduardo fit un pas prudent en avant. « Officier, je ne consens pas à une fouille de mon véhicule, » a-t-il déclaré clairement. C'était tout ce dont Bennett avait besoin. « C'est de l'obstruction », a-t-il rétorqué. « Interférer avec une enquête. » Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, Bennett lui attrapa le bras, le tordit derrière son dos et lui mit une menotte au poignet. Miller hésita, mais au signe de tête de Bennett, il s'approcha et menotta l'autre poignet. Eduardo n'a pas résisté. Sa voix resta calme, mais ferme, alors qu'ils se tenaient entre eux. « Vous faites une grave erreur. » La scène se déroulait sous les yeux des voyageurs de passage, certains s'arrêtant pour prendre un café, d'autres se dégourdissant simplement les jambes. L'une d'elles, une jeune étudiante en vacances de printemps, avait déjà sorti son téléphone et commencé à enregistrer depuis l'autre côté du parking. Un vétéran à la retraite, observant de loin, secoua la tête et murmura « Cet homme ne ressemble pas à quelqu'un qui a volé quoi que ce soit. » Mais Bennett et Miller n'ont pas remarqué. Ils étaient trop concentrés sur le fait de conduire Eduardo vers l'arrière de la voiture de patrouille, le traitant comme s'il était une menace. Pourtant, Eduardo marchait avec une dignité tranquille, même avec ses poignets liés derrière lui. Sa tête était haute, non pas par fierté, mais avec une incrédulité stupéfaite que des années de service, d'honneur, d'autorité légale puissent être effacées en un instant, réduites à rien de plus qu'un profil et une présomption. Alors qu'il était assis sur le siège arrière de la voiture de patrouille, Eduardo ne parlait pas. Il regarda par la fenêtre, au-delà du parking, au-delà des arbres flous se balançant dans le vent du désert, à la recherche de quelque chose de plus que ce qui se trouvait devant lui. Il n'était pas en colère. Pas encore. Il ne paniquait pas. Il réfléchissait, mesurait, savait tranquillement quelque chose que les officiers ignoraient. Cela ne se terminerait pas comme il l'avait imaginé.
à l'intérieur du poste de police de l'État, juste à l'extérieur de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, Eduardo était assis sur une chaise en plastique dur, sa posture droite, son visage impassible. Les menottes avaient été retirées, mais des marques rouges étaient toujours enroulées autour de ses poignets. L'agent de réservation avait vérifié sa pièce d'identité mais y avait à peine jeté un coup d'œil, tapant les informations comme s'il s'agissait simplement d'un autre nom sur l'écran. Pour eux, il n'était qu'un autre latino d'âge moyen amené pour suspicion. Il n'a pas crié, n'a pas élevé la voix, et d'une certaine manière, cela le rendait plus suspect à leurs yeux. Pour certains officiers, le calme n'était pas un signe de discipline mais un voile, quelque chose dont il fallait se méfier. L'agent Bennett est passé plus d'une fois devant la zone de détention, chaque fois avec un air d'irritation qui masquait à peine son malaise. Miller resta la plupart du temps silencieux en arrière-plan, jetant de temps en temps un coup d'œil aveuglant quelque chose, peut-être un doute, mais ne dit rien. Eduardo a été détenu pendant près de 2 heures sans appel téléphonique, sans explication. Il avait demandé à 3 reprises, poliment, clairement, de contacter son bureau, expliquant qu'il avait un rendez-vous à Santa Fe, un rendez-vous qu'il ne pouvait pas manquer. À chaque fois, il a été ignoré ou rejeté. Autour de lui, la station bourdonnait de conversations tranquilles, du claquement des claviers, du crépitement des appels radio. D'autres officiers entraient et sortaient des pièces, jetant des regards furtifs à Eduardo mais sans jamais l'engager. Certains ont même souri, comme s'ils étaient amusés par la contradiction de ses chaussures cirées, son pantalon sur mesure, sa posture, tout cela était si déplacé, si différent de ce à quoi il s'attendait. Quelqu'un a même murmuré, il pense qu'il est spécial. Eduardo l'a entendu. Il n'a pas bronché. Finalement, Bennett est retourné dans la zone de détention, appuyé contre le mur, les bras croisés. Alors, dit-il, allez-vous nous dire pourquoi vous étiez assis là, le moteur en marche? Vous inspectiez la zone, en attendant quelqu'un. Son ton était moqueur, pas curieux. Eduardo leva les yeux, sa voix ferme. Je vérifiais les directions sur mon téléphone. J'avais un rendez-vous à Santa Fe. C'est tout. Bennett se moqua. Vous avez toujours une histoire. Miller, debout derrière lui, bougea légèrement mais ne dit toujours rien. Eduardo n'a pas répondu. Il connaissait le modèle. Ils attendaient une réaction, quelque chose pour justifier l'escalade, pour provoquer une explosion. Mais il ne le leur donna pas. Il avait passé des décennies à écouter des histoires comme celle-ci racontées par des jeunes hommes qui n'avaient jamais eu la chance d'être entendus. Il ne nourrirait pas le cycle. Après un moment, le chef d'équipe est entré. Le sergent Pamela Jatt, une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants attachés en chignon serré et au regard perçant et attentif, s'arrêta lorsqu'elle vit Eduardo. « Depuis combien de temps est-il ici » demanda-t-elle, la question en suspens. « Presque 2 heures » a répondu quelqu'un depuis un bureau voisin. Obstruction et coïncidence de véhicule. Jatt fronça les sourcils et s'approcha. « Monsieur, avez-vous été informé de vos droits » a-t-elle demandé. Eduardo hocha la tête une fois. « Oui, madame » dit-il, calme comme toujours. « Mais je n'ai pas été autorisé à appeler mon bureau, j'ai demandé plusieurs fois. » Elle le regarda plus attentivement maintenant. Il y avait quelque chose dans la clarté de son ton, dans la façon dont ses mots étaient formulés avec précision et dignité, qui la fit s'arrêter. « Comment t'appelles-tu déjà » demanda-t-elle. « Eduardo Ramirez » répondit-il. « Et je recommande. Je suggère fortement que quelqu'un vérifie ce nom avant que cette erreur ne s'aggrave » rit Bonnet derrière elle, le ton teinté d'arrogance. Il se comportait comme un homme important depuis son arrivée. Jage lui lança un regard noir, un avertissement silencieux, ça suffit. Puis, se tournant vers Eduardo, il dit, voyons voir ce qu'on a. Il se dirigea vers le terminal le plus proche, les doigts déjà effleurant les touches. Cela ne prendrait que quelques minutes, mais Eduardo savait déjà ce que l'écran allait révéler. Pour l'instant, il se contenta de s'asseoir, silencieux à nouveau, attendant le moment où la pièce changerait. Et ça allait arriver où elle le sentait. Le sergent Pamela Jatt fixait l'écran devant elle. Au début, elle le parcourut du regard avec une aisance décontractée, ne s'attendant à rien de plus qu'un casier judiciaire vierge, peut-être 1 ou 2 infractions mineures, voire quelques contraventions. Mais lorsque le nom, Eduardo Ramirez, finit de se charger, ses sourcils se froncèrent aussitôt. L'écran s'est rempli d'une longue liste de titres, distinctions universitaires, nominations juridiques, certifications judiciaires. Puis, soudain,
Le titre a jailli de la page et l'a frappé au ventre. Honorable Eduardo L. Ramirez, juge-président, 14e tribunal de district, État du Nouveau-Mexique. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il vérifia rapidement la photo archivée, et elle correspondait à l'homme assis tranquillement dans la salle d'attente. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à travers la vitre, il regarda de nouveau Eduardo, puis de nouveau l'écran, clignant des yeux une fois, tandis que la vérité s'imposait. Il se leva vivement, ses bottes résonnant au sol avec un bruit sourd mais pressant tandis qu'il se dirigeait vers la zone de détention. Benet, toujours adossé au mur, les bras croisés, rayonnait d'une ignorance assurée. Miller se tenait à proximité, évitant le regard d'Eduardo. Jage ne dit rien. Elle ouvrit d'abord la porte et entra. Eduardo la regarda, calme et posé, comme il l'avait toujours été depuis son arrivée. « Tu as dit que tu avais une réunion à Santa Fe », commença-t-elle doucement. « Oui », répondit-il. Eduardo, à midi. J'ai été invité à une table ronde sur la réforme de la justice avec le gouverneur Jage. Il prit une longue inspiration. « Vous êtes le juge Eduardo Ramirez, dit-elle, sans demander, mais en confirmant. Il hocha légèrement la tête. C'est vrai. Il y eut un silence, puis sa voix s'adoucit sous le remords. Votre honneur, je vous présente mes excuses. Cela n'aurait jamais dû arriver. Derrière elle, Bennett se redressa, passant de la détente à la stupéfaction. Attendez, que voulez-vous dire par votre honneur, demanda-t-il, la confusion perçant sa bravade. Jage se tourna lentement vers lui. Vous avez arrêté votre père. Un juge d'État en exercice. Sans motif valable. Vous avez fouillé son véhicule sans mandat et lui avez refusé le droit de contacter un avocat. Sa voix était posée, mais elle était d'une gravité froide qui transperçait la pièce comme du verre. C'est sérieux. La bravade de Benet s'est effondrée. Il semblait incertain, plus petit, d'une certaine manière. Il ne se comportait pas comme un juge, murmura-t-il faiblement. Il n'a pas dit qu'il l'était. Vous aviez sa carte d'identité, l'interrompit Jage. C'était votre responsabilité de la vérifier. Au lieu de ça, vous avez envenimé la situation, sans raison. Il tourna la tête vers Miller. Et vous aussi. Vous avez aidé à menotter un homme sans motif valable. L'un de vous comprend pleinement l'ampleur de ce que cela signifie? La pièce sombra dans un silence pesant et étouffant. Benet ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le visage de Miller était pâle, décoloré. Personne n'osait bouger. Jage se tourna vers Eduardo. Monsieur. Je suis désolé. Souhaitez-vous contacter le bureau du gouverneur maintenant, ou préférez-vous que quelqu'un vous y accompagne? Eduardo esquissa un léger sourire pas suffisant, juste las. Oui. J'aimerais bien. Merci, sergent. Elle hocha la tête, sa voix plus basse maintenant, son attitude entière transformée, et elle le conduisit hors de la salle de détention. L'atmosphère du poste changea brusquement. Les agents levèrent les yeux de leur bureau, certains affichant une expression perplexe, d'autres une expression honteuse. L'homme qu'ils avaient pris pour un simple détenu silencieux traversait maintenant le bâtiment avec une autorité tranquille, sa dignité intacte. Alors qu'il sortait avec un téléphone à la main et Jage marchant à ses côtés, il était clair pour tous ceux qui regardaient que cette histoire était loin d'être terminée. À la tombée de la nuit, la première vidéo avait déjà fait surface. Un clip de 27 secondes, filmé par un étudiant dans la salle de pause, était devenu viral. On y voyait le juge Eduardo Ramirez menotté par l'agent Bennett, qui lui demandait calmement ce qu'il avait fait de mal. On entendait hors champ la voix de l'étudiant, stupéfait, c'est fou. Il n'a rien fait. La vidéo a déclenché un incendie sur TikTok, puis a fait le buzz sur Twitter et Facebook sous le titre explosif « Un homme arrêté pour être latino en costume ». En quelques heures, la vidéo a dépassé le demi-million de vues. À minuit, elle avait franchi la barre des 2 millions. Les chaînes d'information locales ont diffusé les images avant l'aube. Les médias nationaux ont rapidement suivi. Des captures d'écran du profil judiciaire d'Eduardo sont apparues à côté d'images fixes de l'arrestation, et la comparaison entre son attitude sereine et les mauvais traitements qu'il a subis a suscité une indignation générale. Des hashtags comme #JudgeRamirez, #JusticeForEduardo et #ProfilingInRestArea ont fait fureur sur toutes les plateformes. Des défenseurs des droits civiques, des avocats et des responsables politiques ont commencé à publier des déclarations publiques. Certains ont exigé la suspension immédiate des policiers.
D'autres ont réclamé des enquêtes approfondies sur les procédures du service. Le bureau du gouverneur, après avoir confirmé la présence du juge Ramirez à l'ordre du jour de la table ronde, a publié une déclaration concise mais puissante: « Nous examinons l'incident et restons attachés à l'équité et à la justice dans toutes les agences de l'État. » Des groupes communautaires ont tenu des conférences de presse. En milieu de matinée, les manifestants se sont rassemblés devant le commissariat de police de Las Cruces, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le tribunal avant les menottes » et « La dignité menottée ». Ce qui a le plus frappé le public, ce n'est pas seulement l'arrestation elle-même. C'est le silence d'Eduardo Ramirez. Il n'a pas résisté. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas plaidé. Il avait l'air d'un homme qui avait été témoin de cela bien trop souvent. Ce calme serein transperça le cœur de la nation. Il devint un symbole obsédant non seulement d'une arrestation injustifiée, mais de la profondeur d'un problème auquel même une personne au sommet de la justice ne pouvait échapper. À l'intérieur du commissariat, le changement était flagrant. L'agent Bennett avait été convoqué en urgence devant une commission d'enquête. Miller restait assis en silence, visiblement secoué. Le sergent Jatte était présent tout au long de la réunion. Les affaires intérieures, les médias et le bureau du procureur général étaient tous mobilisés. Les lignes téléphoniques étaient coupées. Plus personne ne riait. La vidéo virale avait été envoyée par courriel à tous les terminaux du bâtiment. Nombreux étaient ceux qui la regardaient, bouche bée et dans un silence douloureux. Certains jeunes officiers, notamment les nouvelles recrues, chuchotaient entre eux, se demandant si ce n'était pas enfin le moment où quelque chose de significatif allait changer. Cette fois, le système n'avait d'autre choix que de se tourner vers l'intérieur, sans intention de se détourner. Le lendemain matin, la rotonde du Capitole était étrangement silencieuse. Les journalistes étaient alignés dans le couloir de marbre devant la salle 312, où la table ronde sur la réforme de la justice allait commencer. Les caméramens ajustaient leurs trépieds. Les assistants murmuraient dans leur téléphone. L'équipe du gouverneur était déjà arrivée, ainsi que les juges de l'État et les dirigeants politiques, mais tous les yeux restaient fixés sur les grandes portes doubles en chaîne. Ils attendaient l'homme dont le nom avait dominé tous les écrans au cours des 18 dernières heures, le juge Eduardo Ramirez. À 10 heures précises, les portes s'ouvrirent. Eduardo entra, posé et serein, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, sa serviette en cuir à la main, arborant avec lui la même autorité tranquille qu'il n'avait jamais abandonnée. La salle se tut. Le brouhaha politique s'estompa momentanément pour laisser place à une solennité, à une humanité profonde. Tout le monde se leva, non pas par protocole, mais par respect. Il hocha légèrement la tête et prit place en bout de table. Le gouverneur, assis en face de lui, se pencha en avant. « Juge Ramirez, dit-il doucement, nous sommes honorés de vous avoir ici. » Eduardo répondit avec une résolution tranquille. « Merci, gouverneur. Je crois que le moment est éloquent. » Avant que les discussions politiques puissent commencer, Eduardo a demandé à s'adresser à la salle. Hier matin, commença-t-il d'une voix calme mais indéniablement chargée, alors que je me rendais à cette réunion, j'ai été arrêté, retenu et menotté par 2 agents de notre propre police d'État. Il n'y avait aucun mandat. Il n'y avait aucune cause probable, seulement un soupçon infondé, un soupçon qui, je crois, ne provenait pas de mon comportement, mais de mon apparence. La vidéo parle d'elle-même. Sa voix était ferme, mais elle était d'une gravité qui semblait emplir la pièce, envahissant chaque silence. « Ce n'est pas seulement moi qui suis concerné, dit-il, le regard fixe. Je ne suis pas la première personne à qui cela arrive, et si nous n'agissons pas, je ne serai pas la dernière. » De l'autre côté de la table, plusieurs responsables acquiescèrent solennellement. Un jeune député, incapable de cacher son émotion, essuya une larme. Eduardo poursuivit d'une voix assurée, « On parle souvent de confiance entre les forces de l'ordre et la communauté, mais la confiance ne peut exister sans responsabilité et dignité. Surtout celle des innocents. Cela ne peut être facultatif. » Après ces propos, l'ordre du jour a changé. Ce qui était initialement prévu comme une discussion technique axée sur les normes de formation et les pratiques de recrutement s'est transformé en un sujet bien plus urgent. Des extraits vidéo ont été diffusés. Des experts juridiques ont présenté leurs analyses. Des défenseurs des droits civiques ont été convoqués dans la salle. Puis est arrivé le moment que personne n'avait vraiment anticipé. Une audience d'urgence a été convoquée pour examiner les accusations de mauvaise conduite portées contre les agents Bennett et Miller. Le juge Ramirez lui-même a été désigné pour superviser la séance en tant qu'auteur de l'audience.
Au début, en tant qu'autorité neutre, il a hésité, ne voulant pas donner l'impression d'un parti pris personnel. Mais après avoir reçu confirmation du conseiller juridique du gouverneur qu'il n'existait aucun conflit d'éthique, Eduardo a accepté ce rôle. 2 heures plus tard, la salle de la chambre était pleine. Les policiers se sont rendus à une séance d'examen officielle à laquelle participaient des représentants des médias, des représentants de l'État et des membres de la communauté qui avaient réussi à y accéder. Leur bravade habituelle avait disparu. Bonnet était pâle, la mâchoire crispée. Miller gardait les yeux rivés au sol, évitant tout regard. Eduardo était assis au centre du jury, entouré de 2 autres juges et du procureur. « Nous ne sommes pas ici pour revivre l'humiliation publique », a-t-il déclaré en ouvrant la séance. « Nous sommes ici pour évaluer les comportements et déterminer si les actions entreprises ont violé les normes juridiques et la décence humaine. » Les images vidéo ont été examinées à nouveau, cette fois-ci avec des horodatages, des enregistrements de caméras corporelles et de multiples déclarations de témoins, dont beaucoup contredisaient directement les rapports écrits des agents. Interrogé, Miller a admis n'avoir ni vérifié sa pièce d'identité ni recherché son nom dans son système. Bonnet a tenté de la défendre, affirmant avoir suivi la procédure, mais sa voix tremblait sous le contre-interrogatoire. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait refusé un appel téléphonique, elle a donné une réponse hésitante concernant le pouvoir discrétionnaire du service, réponse qui a rapidement été démentie. Eduardo n'a jamais perdu son sang-froid. Il est resté professionnel, mais son ton est resté ferme, s'imposant comme une déclaration de changement discrète. Le message était sans équivoque, l'ère des abus occasionnels et du pouvoir sans contrôle était révolue. À partir de maintenant, à partir d'ici. L'audience s'est terminée peu après 17h10. Après avoir entendu des heures de témoignages et de commentaires juridiques, le jury a rendu une décision unanime. Les agents Bonnet et Miller ont été reconnus coupables de négligence, de violation du protocole et de manquement aux droits fondamentaux de la personne placée sous leur garde. La décision a été annulée et il a été recommandé que les 2 policiers soient suspendus sans solde, dans l'attente d'une enquête approfondie du bureau du procureur général de l'État. La formulation était précise. L'incident constituait un abus d'autorité motivé par des préjugés personnels et marqué par un manquement grave au jugement professionnel. Quand Eduardo lut la recommandation finale à voix haute, le silence emplit la pièce. Bonnet resta muet. Sa bouche était serrée, ses yeux rivés sur la table. Miller hocha lentement la tête, une lueur d'acceptation traversant son visage comme si elle avait toujours su la vérité. Les caméras ont filmé leur sortie. Les manifestants, qui avaient attendu toute la journée, se tenaient silencieusement à l'écart tandis que les policiers étaient escortés hors du bâtiment. Pas d'acclamation, pas de cris, juste un silence pesant et respectueux, celui qui persiste lorsque la vérité a enfin trouvé sa voie. Plus tard dans la soirée, lors d'une conférence de presse, le gouverneur était à la tribune, aux côtés d'Eduardo. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de vengeance, a-t-il déclaré. Il s'agissait de justice. Il a salué la retenue et le professionnalisme dont le juge Ramirez avait fait preuve, des qualités auxquelles tout fonctionnaire devrait aspirer, même si un tel sang-froid n'aurait jamais dû être nécessaire. Puis vint l'annonce. Une nouvelle législation serait introduite, un programme de formation obligatoire à l'échelle de l'État, axé sur la désescalade, la reconnaissance des préjugés raciaux et les droits constitutionnels. En outre, le gouverneur a proposé la création d'un comité de surveillance indépendant chargé d'enquêter sur les futures plaintes contre les forces de l'ordre dans chaque comté de l'État. La presse s'est tournée vers Eduardo pour lui demander s'il souhaitait commenter. Il s'est avancé, le regard fixe. « Ce qui m'est arrivé arrive à des gens tous les jours », a-t-il déclaré, des gens sans caméra, sans titre, sans personne pour parler en leur nom. Ce n'est pas seulement un moment d'apprentissage. C'est le symptôme d'une blessure plus profonde. Puis, doucement, il ajouta, « Mais je crois que les blessures peuvent guérir, avec suffisamment de soleil, de vérité et de responsabilité. » Les mots ont résonné bien au-delà de la pièce. En une semaine, les services de police de tout l'État ont commencé à examiner les dossiers antérieurs. Des réunions publiques ont été organisées. Des centres d'aide juridique et communautaires ont offert des conseils gratuits aux citoyens qui pensaient avoir été injustement détenus. Sur les réseaux sociaux, une image du juge Ramirez, debout dans la capitale de l'État, a largement circulé. Il n'était ni en colère, ni triomphant. Il était simplement ferme. Et dans cette force tranquille, les gens ont vu la justice rendue visible. Quant à Bonnet et Miller, leur suspension a déclenché un examen interne, non seulement de leurs actions ce jour-là, mais de tous les dossiers qu'ils avaient traités au cours des 3 dernières années.
Des erreurs sont apparues. Des tendances se sont dégagées. Passé inaperçu pendant trop longtemps, il ne pouvait plus être ignoré. Pendant ce temps, Eduardo retourna dans sa salle d'audience. Il ne mentionna plus jamais l'incident depuis son siège. Il ne fit preuve d'aucun favoritisme. Il ne changea pas de ton. Mais ceux qui entrèrent dans sa salle le firent avec une conscience renouvelée. Ils comprirent que la justice n'était pas seulement un mot gravé dans la pierre au-dessus de la porte du tribunal. C'était une norme qu'Eduardo Ramirez était déterminé à défendre, même s'il devait pour cela se battre seul. 3 mois plus tard, par un après-midi de printemps radieux, le juge Eduardo Ramirez se tenait sur les larges marches de pierre de l'Académie de formation des forces de l'ordre du Nouveau-Mexique. Les arbres environnants avaient commencé à bourgeonner et une légère brise agitait les drapeaux au-dessus de leur tête. Devant lui se tenait une nouvelle promotion de cadets, composée de 52 recrues vêtus d'uniformes impeccables, le regard droit devant, les épaules carrées. Il s'agissait de la première promotion formée selon les nouvelles normes de sensibilisation aux préjugés et de responsabilité. Chaque cadet avait suivi des cours approfondis sur l'engagement communautaire, les stratégies de désescalade et les droits constitutionnels. Ce qui avait été perçu comme une réforme controversée était devenu la pierre angulaire d'une nouvelle génération de services de police. Et pour la première fois depuis longtemps, la justice semblait non seulement possible, mais réelle. Et tout a commencé avec une vidéo, un moment et un homme qui a choisi de rester ferme. Eduardo avait été invité comme conférencier, bien qu'il ait décliné plusieurs apparitions publiques depuis l'incident. Cette invitation, cependant, était différente. Il ne s'agissait pas de caméras ou de gros titres, mais de quelque chose de plus profond. Il essayait de semer les graines là où elles comptent. Alors qu'il s'approchait du podium, le directeur de l'académie lui adressa un signe de tête respectueux. Eduardo ajusta le micro et commença, d'une voix calme et posée. « Il y a 3 mois, a-t-il déclaré, je me trouvais de l'autre côté d'une plaque. J'ai été traité non pas comme un juge, ni même comme un homme, mais comme une menace, sur la seule base d'un regard et d'une supposition. Cette expérience aurait pu me rendre amer, mais elle m'a au contraire renforcé, non pas pour punir, mais pour atteindre un but. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'ancrer dans les esprits, s'insinuer doucement comme une vérité qu'on ne peut plus repousser. Ils ne sont pas là uniquement pour faire respecter les lois, poursuivit-il d'une voix posée, ils sont là pour préserver la dignité. Et cela commence par le regard qu'ils portent sur les autres. Chaque être humain ne doit pas être vu comme un danger, ni réduit à une simple statistique, mais reconnu pour ce qu'il est, le père, la sœur, le voisin ou l'ami de quelqu'un. Les recrues l'écoutaient avec une attention profonde, leurs visages empreints d'un recueillement plus introspectif que protocolaire. Certaines hochaient doucement la tête, comme si leur conviction elle-même se remodelait à l'écho de ces mots. On sentait, dans le silence qui suivait ces phrases, que quelque chose d'essentiel était en train de se transmettre. Eduardo promena son regard sur l'assemblée, et il perçut ce changement imperceptible mais réel non seulement dans l'atmosphère, dans le frémissement de l'air, mais au cœur même de la pièce, dans l'âme collective du lieu. Il y avait dans leurs yeux une gravité nouvelle, exempte de peur comme d'orgueil, mais habitée d'un désir sincère d'engagement, d'une volonté naissante et profonde. Lorsque son discours prit fin, les cadets quittèrent la salle en binôme, en silence, traversant le terrain d'entraînement pour rejoindre leur famille qui les attendait, bras ouverts, au seuil de leur avenir. Une jeune recrue latino s'arrêta un instant, se retourna, le regard droit et chargé de respect. « Merci, monsieur, dit-il simplement. Eduardo inclina légèrement la tête, avec une solennité douce. « Va, et sers avec honneur. » Alors que la foule se dispersait lentement, que les voix s'éteignaient, et que le soleil déclinait à l'horizon dans une lumière dorée, Eduardo resta seul quelques instants sur les marches. Il ne pensait plus au passé ni aux menottes, ni au froid métallique de la chaise du commissariat. Ce n'étaient plus ces souvenirs-là qui occupaient son esprit. Il songeait à ce qui allait venir. Car le changement ne surgit pas toujours dans le fracas et les cris. Parfois, il germe dans le silence, il se ferait un chemin dans l'ombre, au creux des décisions solitaires, porté par une voix isolée, par une classe attentive, par un simple pas dans une direction nouvelle. Et dans cette accalmie, dans ce moment suspendu hors du temps, Eduardo Ramirez s'autorisa à croire peut-être, oui, peut-être que la justice commençait enfin à s'élever, non pas sur les ruines de la peur, mais sur une fondation nouvelle, solide, et plus juste, celle de l'équité. Ce jour-là, en quittant les marches de l'académie, Eduardo Ramirez ne repartit pas en victime. Il repartit en bâtisseur. Il portait en lui l'élan de ceux qui rebâtissent là où tout semblait figé.
Il savait que le chemin serait semé d'embûches. Car la vraie réforme ne se fait jamais dans la facilité. Mais il avait compris quelque chose de fondamental, que les transformations authentiques prennent naissance dans ces décisions discrètes que nous prenons alors que personne ne regarde. Son histoire nous enseigne que le pouvoir ne rugit pas toujours. Parfois, il demeure immobile, il parle avec douceur et attend, patiemment, que le monde trouve le courage de le rejoindre. Dans un pays encore déchiré par des fractures profondes, la force d'Eduardo ne trouvait pas sa source dans la colère, mais dans un sens aigu de la mission, dans une détermination paisible mais inébranlable. Nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit dans une salle d'audience, dans une salle de classe, ou simplement dans les choix que nous faisons au quotidien. La justice commence par la manière dont nous nous traitons les uns les autres, surtout dans ces instants discrets où nous croyons que nul ne nous voit. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou simplement fait réfléchir, ne la laissez pas s'éteindre ici. Abonnez-vous à la chaîne, afin de ne manquer aucun de ces récits puissants et authentiques qui bousculent, élèvent, et nous rappellent l'existence de ces héros silencieux qui marchent parmi nous. Car parfois, la plus grande force réside dans cette position que l'on prend sans bruit avec calme, clarté et courage.